Cet épisode est commandité par Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Cette série s'articule sous le thème « Conjuguer aluminium et avenir durable ». Au fil des épisodes, nous discuterons de l'aluminium comme d'un matériau d'avenir et des différentes caractéristiques qui en font une matière tout indiquée pour la réalisation de bâtiments durables. 3 réalisations où l'emploi de l'aluminium a démontré la pertinence de ce métal sous-utilisé en construction nous permettront d'explorer différentes façons dont ce matériau peut être mis à profit. Dans cet épisode, nous verrons comment l'intégration de l'aluminium au nouveau siège social de la CNESST a permis de créer un stationnement étagé innovant. À tout de suite. Le stationnement étagé du siège social de la CNESST à Québec capte le regard par son design innovant, un système de parement unique en son genre, fait de plus de 3100 panneaux d'aluminium rectangulaires et courbés, ainsi que de poteaux cylindriques extrudés et d'ancrage moulé, est le fruit d'un processus de recherche et développement s'étant étalé sur quelques 6 mois. Il se pose aujourd'hui comme une solution architecturale tout aussi esthétique et fonctionnelle que durable, en plus de constituer un modèle exemplaire pour démontrer la façon dont l'aluminium peut conjuguer design et innovation en ingénierie. Normand Hudon, architecte et associé chez Co-Architecture, discutera avec nous de ce projet innovant et de la façon dont l'aluminium y a été mis de l'avant. Normand Hudon, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce balado. Pouvez-vous nous présenter brièvement le projet du siège social à Québec? Oui, alors le siège social, c'est un bâtiment qui devait accueillir, avant la pandémie, entre 1800 et 1900 employés en présence sur le site. Un bâtiment qui fait 34 500 mètres carrés et qui devait avoir 600 cases de stationnement. En fait, qui a 600 cases de stationnement. Donc, le tiers environ de la demande potentielle pour les employés de la CNESST. Aujourd'hui, après la pandémie, c'est plus un problème, mais initialement, c'était un enjeu majeur parce qu'on anticipait d'avoir des listes d'attente là, pour utiliser ce stationnement-là par les employés. Il y a un peu moins de monde sur place aujourd'hui, 3 ans plus tard. Les gens n'ont pas encore totalement réintégré le milieu de travail. On va voir qu'est-ce que l'avenir nous dira à ce propos-là. Effectivement. Comment le concept de stationnement et dans la façon dont il a été construit a-t-il vu le jour? Comment ça s'est réalisé? Alors, il y a des contraintes sur le site à Destimoville qui est à proximité du fleuve, donc la nappe phréatique est assez haute. Habituellement, on vise à construire des stationnements souterrains, sous les bâtiments. C'est vrai. Dans ce secteur-là, c'est posé un enjeu technique majeur, donc l'option de stationnement étagé est ressortie comme la seule économiquement viable. Il y a quand même un étage de stationnement souterrain, environ 200 cases, puis 4 niveaux étagés pour 400 cases. Donc, c'est comme ça que le stationnement se répartit. Mais la portion étagée, bien maintenant, on avait le défi là, de l'habiller pour que ça intègre de façon harmonieuse là, au quartier résidentiel dans lequel il est inséré. Parce que le siège social, c'est une chose, et le stationnement, c'est autre chose, et on remarque surtout le stationnement qui est de parement d'aluminium, comme je le disais dans mon introduction. C'est très spécial et c'est splendide. C'est vraiment 2 beaux édifices qu'on remarque assez bien dans la région de Québec. Donc, l'intégration de l'aluminium, est-ce que ça a toujours été dans les plans? En fait, c'est pour répondre aux besoins, un stationnement étagé, on vise à avoir une façade qui va permettre une ventilation naturelle. Donc, là, à partir de là, on cherche des matériaux qui vont être accommodants pour atteindre cet objectif-là. La maçonnerie le serait moins, par exemple. Maintenant, l'aluminium offre beaucoup de possibilités. C'est un matériau qui ne rouille pas. Donc, quand on le tranche, si on utilise l'acier, par exemple, bien, l'acier, quand il est préparé, il est apprêté là, avec un fini, je vais dire, galvanisé, par exemple. Mais si on le tranche, on a un potentiel de rouille là, sur la tranche. Donc, l'aluminium, lui, il ne présente pas ce problème-là. On peut l'émailler, on peut lui donner différentes formes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ce matériau-là spécifiquement. Bon, alors vous avez utilisé l'aluminium. Est-ce que c'était dans les objectifs visés? C'était pas un objectif en tant que tel. Quand on a été mandaté pour faire le projet, on avait comme objectif de faire 600 cases de stationnement. C'était pas décrit exactement comment le faire. Donc, dans notre mandat, on devait développer des options
pour en arriver à choisir celle qui était la plus avantageuse pour loger 600 cases de stationnement sur le site. Après, comment on allait l'habiller? Au départ, on le savait pas. Donc, c'était pas un objectif du client. Maintenant, ça s'est précisé en choisissant l'option préférentielle que l'aluminium devenait là, notre matériau, je dirais, de prédilection. Est-ce qu'on considère donc votre choix de l'aluminium comme innovant? En fait, c'est pas le choix de l'aluminium qui est l'innovant, c'est ce qu'on en fait. Puis, pourquoi c'est devenu innovant? La vraie raison, là, c'est qu'on manquait de budget pour habiller correctement le stationnement. Puis, je veux pas, sans lancer la faute à personne, c'est que on avait des contraintes d'intégration. À Québec, là, il y a une instance là, qui s'appelle la Commission d'urbanisme et de conservation, qui, eux, protègent, je vais dire, le volet patrimonial de la ville de Québec, si on veut. C'est bien, mais il arrive avec des exigences assez élevées. Puis pour intégrer le stationnement dans l'écoquartier, mais il y avait des exigences. Puis le budget qu'on avait pour faire ça permettait pas de répondre à ces exigences-là. Donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'il existe des programmes de subvention pour nous aider à bien intégrer le stationnement dans son milieu? C'est là qu'on est tombé sur le programme d'aide là, du ministère de l'Économie, de l'Innovation, maintenant de l'Énergie en plus, mais à l'époque, c'était le MEI, qui, eux, voulaient promouvoir des nouvelles utilisations de l'aluminium dans le bâtiment. Fait que en répondant aux critères de ce programme-là, ça nous forçait à innover. Ah oui? Parce que si il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de subvention. Donc là, c'est toute la démarche qui s'ensuit était liée à ça. Tout à fait. Ça vient d'un manque de budget. Oui, c'est parfait parfois. Pas toujours. On pourrait parler de la recherche et le développement, donc, à partir de cette idée-là. Vous avez vous-même réalisé la recherche et le développement menant à cette innovation-là, de concert avec différents partenaires. Donc, comment ça s'est décliné dans la démarche? OK. Donc, un programme d'aide financière, ça vient avec un cadre. C'est de l'argent public qui est investi pour promouvoir quelque chose, donc dans ce cas-là, l'utilisation de l'aluminium. Mm-hmm. Alors, il y avait 3 étapes, là, je vous dirais, particulières, mettons, pour faire une histoire simple. 1, il faut présenter une demande d'aide financière, puis pour ça, il faut avoir une idée. Mm-hmm. Donc, comment on va utiliser l'aluminium. On ne le sait pas encore exactement parce qu'on n'a pas fait la démarche de création puis de recherche et développement. Là, on est à l'étape de dire est-ce que notre demande est recevable? Donc, nous, on dit, OK, on va utiliser l'aluminium de façon modulaire. On va avoir des composantes répétitives qui vont nous permettre d'utiliser des techniques, je dirais, industrielles pour composer notre système de façade de bâtiment. Donc, à partir de là, on dit, OK, on va faire quelque chose de nouveau. On n'utilisera pas des produits pour lesquels il y a déjà eu de la recherche et développement qu'on spécifie. Mm-hmm. Fait que là, on dit, on va inventer un nouveau produit. Ouais. Donc là, à partir de là, la demande devient recevable. Jusque-là, on n'a pas d'appui financier. Okay. Après ça, là, ça passe à un comité qui dit « OK, oui, c'est intéressant. On va vous donner un peu d'argent, là, love money, mettons, pour développer votre idée. » D'accord. On développe une première partie de l'idée. Puis là, c'est là qu'on est arrivé avec le système modulaire, mais à l'époque, on avait 2 matériaux possibles, la mousse d'aluminium ou de la feuille d'aluminium. C'est ça qui était demandé aussi, d'étudier 2 options. On a avancé l'étude de ces 2 options-là. Jusque-là, on est juste des architectes. Après, on présente le concept qu'on propose avec les 2 options et une recommandation qui ressemble à celle qui est présente aujourd'hui là, sur le site. Puis cette solution-là, donc après, là, le comité dit « OK, on vous autorise à pousser cette solution-là ». C'est là qu'on a besoin de grossir l'équipe. Fait que là, on est allé chercher des ingénieurs pour s'assurer qu'on utilisait la juste quantité de matériaux. C'est facile de faire quelque chose qui est trop fort puis qui est surdimensionné. À partir du moment où on veut diminuer la quantité de matériaux qu'on utilise, bien là, on diminue jusqu'à où? À partir de quand ça devient trop faible? C'est là que la recherche commence. Et c'est là que l'ingénierie entre en ligne de compte. Exactement. Donc, des analyses là, par élément fini, par exemple. On a une forme là, qui est spéciale. Fait que c'est pas juste comme un calcul d'une poutre. Là. C'est rentrer ça dans un logiciel qui dit, OK, c'est la forme que vous proposez là, ben voici. Quand elle va être soumise à une telle force, elle va céder. Fait que là, si ça respecte la norme,
ben on dit, OK, il est assez fort, mais si ça respecte pas la norme, puis ça cède, ben là, on dit, OK, il faut surdimensionner ou il faut le faire différemment. Ça, c'est pour le volet structural de l'affaire. Après, il y a aussi les forces de vent, par exemple. Ah bah oui. Quand on fait des panneaux d'aluminium comme ça, qui vont être soumis à des vents là, pouvant aller jusqu'à, 200 km/h. La norme, là, si je me rappelle bien, là, il faut que ça résiste à des vents de 200 km/h. Donc là, on dit comment on l'attache à notre poteau, là, à notre mât vertical. Là, OK, on va mettre des rivets. Combien ça va prendre des rivets? Là, on se pose ces questions-là à cette étape-là. Ouais. Fait que là, on dit, OK, on va faire des tests en soufflerie avec une maquette à l'échelle 1:1 pour voir à partir de quand ça va céder. Fait que là, on fait des calculs théoriques pour dire ça devrait tenir à 200 km/h de vent avec, 4 rivets. On s'en va en soufflerie, là, c'est avec un moteur d'avion qui pousse du vent sur l'assemblage. Puis là, ça a résisté jusqu'à 250 km/h. Fait que là, on dit, OK, on passe la norme. Puis là, est-ce que c'est le panneau qui a crochi ou c'est le rivet qui a lâché? Là, non, c'est un rivet qui a lâché. OK, parfait. Donc là, on sait qu'avec ça, on est conforme à une norme. Donc, si jamais, demain matin, il y a des vents à 285 km/h, puis que ça cède... Il y a seulement le stationnement qui va tenir à Québec. Les autres édifices vont tomber. Excellent point. C'est un excellent point. Mais nous, comme professionnels, il faut qu'on s'assure qu'on respecte des normes. Puis si jamais il y a des problèmes, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Puis on a bien fait notre travail. Mais si on ne fait pas ces démarches-là, on est potentiellement à risque. Je dirais, le mot poli, là, c'est d'être amené en garantie pour payer pour les dommages qui sont survenus à la propriété. En tant qu'architecte, est-ce que c'est la première fois que vous avez un processus comme ça, d'ingénierie, puis de pousser le développement à ce point-là? Je vous dirais que la raison pour laquelle on a réussi, c'est parce qu'on l'avait déjà fait. OK. Parce qu'on avait de l'expérience dans les demandes d'aide financière, puis là, on savait que ça pouvait s'intégrer dans l'échéancier de ce projet-là si on respectait là, une procédure là, que tout le monde allait approuver, puis tout le monde allait jouer son rôle au bon moment dans l'affaire. Fait que je dirais cette expérience-là nous a beaucoup servi, mais nous, on a fait de la recherche là, dans d'autres domaines, mais liés au bâtiment, puis on savait comment que ça fonctionnait, les programmes de subvention, fait que ça nous a aidés. Quels ont été les plus grands défis liés à la création du revêtement inédit du stationnement étagé, c'est-à-dire le produit de l'aluminium, entre autres? Qu'est-ce que ce serait? Le plus grand défi, je vous dirais, on a un client public qui est très sensible aux risques. Dans un projet comme ça, je vous dirais, qui est exposé médiatiquement, il ne faut pas qu'il y ait de dérapage. Puis là, on arrive avec une solution où il y a de l'incertitude. Fait que de convaincre le client qu'on va être capable, on va lui donner une certitude raisonnable que ça va fonctionner, c'était déjà un défi en soi. On lui dirait que, rassurez-vous, ça va se faire par étapes. Puis si vous allez avoir des étapes de, je dirais, go, no go en bon français. Puis si ça vous satisfait pas, puis vous trouvez que c'est trop risqué, on arrêtera à ce moment-là. Fait que ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'à chacune des étapes, c'est de rassurer le client sur le fait que ça allait fonctionner. Puis après, dans les grandes étapes, il y a aussi d'intéresser des entrepreneurs spécialisés à embarquer dans cette aventure-là puis à prendre le risque. Parce que eux, quand ils font une soumission, c'est une chose de dire, OK, j'ai tant de pieds linéaires d'aluminium ou telle superficie d'aluminium, mais quand j'ai un nouveau système comme ça sur lequel il faut que je donne un prix, ça me prend... disons, il faut que je sois convaincu que je me planterai pas avec ça, puis je deviendrai pas Pas qu'il y ait de perte en bout de ligne, il faut que le prix soit juste aussi. On appelle ça en détresse financière. Voilà l'expression consacrée. Donc, nous, le travail qu'on devait faire, c'était de rassurer les entrepreneurs spécialisés sur le fait qu'on respectait des normes avec ça, puis qu'ils n'avaient qu'à vérifier de leur côté si c'était correct, puis ils pouvaient s'appuyer sur le travail qu'on avait fait en amont pour donner un prix. Puis on a reçu des prix qui étaient 2 prix qui étaient raisonnables, avec lesquels on pouvait aller de l'avant. Puis là, on a choisi l'entrepreneur spécialisé qui ferait le meilleur prix. Puis ça s'est bien déroulé. Après, là, il était, je vous dirais, compétent dans le développement de cette stratégie-là. Lui, il a fallu aussi qu'il travaille en équipe
avec des fournisseurs, des sous-traitants, donc un qui faisait de l'estampage d'aluminium, un qui faisait du moulage d'aluminium, un qui faisait des extrusions spécialisées avec découpage numérique 3D, 5 axes plutôt. Fait que ce genre d'expertise-là, il est allé la chercher dans plusieurs équipes, puis il était un intégrateur de la solution. Jusque-là, ça aurait pu déraper avant, là. Ouais. Mais heureusement, on s'est rendu jusqu'à la fin avec quelque chose qui, aujourd'hui, le téléphone n'a pas encore sonné pour dire qu'on avait un problème avec ça. Il a passé un hiver ou deux, puis ça fonctionne bien. Performant. Ouais, même, je vous dirais, on avait déjà fait un stationnement dans ce style-là, là, à Place Sainte-Foy, à Québec, qui a gagné des prix aussi. Okay. Puis là, on voulait améliorer le résultat. En fait, c'est de diminuer la pénétration de neige dans le bâtiment parce que c'est tannant d'avoir déneigé un stationnement étagé quand il y a des voitures dedans ou ce genre de choses-là. Ben oui. Fait qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut se servir du système pour orienter les panneaux pour qu'ils bloquent la neige en période de tempête? En fait, les vents dominants en période de tempête viennent essentiellement du nord-est puis un peu du nord-ouest. Donc, on a orienté nos panneaux pour tenir compte de ça, puis il rentre pratiquement pas de neige dans le stationnement. Donc, ça, c'était pour nous une valeur ajoutée, là, si on veut, au-delà de l'esthétisme de la chose. Il faut y penser. Donc, c'est une excellente expérience pour votre bureau. Est-ce que vous retournerez dans ce domaine-là, dans le domaine de l'aluminium? Est-ce que vous allez utiliser à nouveau encore le même matériel? Si ça s'impose, oui, vous allez me répondre? Non, on l'utilise beaucoup. On a remporté un concours d'architecture à l'automne dernier pour Espace Rivière, à Rivière-des-Prairies, là, qui est un centre multiculturel avec une bibliothèque, salle de diffusion, tout ce qui touche à l'art, là, que ce soit l'art de la scène ou le savoir, ce genre de choses-là. C'est un centre communautaire, là, si on veut, mais qui vise à donner des opportunités aux gens de la communauté là, de se développer dans des, je dirais, des domaines où ils vont amener une contribution à la société plutôt que l'inverse. Voilà. Et l'aluminium est à bon escient encore là. L'aluminium est en double paroi, je vous dirais... qui va servir plus à de l'occultation solaire puis à l'expression là, d'une falaise anthropique. Là. Donc, il y a un volet assez métaphorique à l'utilisation de l'aluminium dans ça, mais c'est un matériau là, qui, pour nous, offre beaucoup de possibilités là, de créer, je dirais, une expérience puis de l'émerveillement là, dans le milieu bâti. Comme on a dit dans les autres épisodes, je le répète, on en a au Québec. On en a beaucoup. Oui. On en produit. Oui, c'est pour ça que je dirais le gouvernement veut encourager l'utilisation de l'aluminium, mais il faut aussi être conscient, puis je sais pas si je devrais dire ça parce que ça pourrait décevoir certaines personnes, mais il s'importe beaucoup d'aluminium aussi. OK. Puis il s'en exporte. Donc, ça pourrait arriver qu'on utilise de l'aluminium qui a été transformé ailleurs qu'au Québec, qui a été produit au Québec. Ça pourrait arriver que ce soit de l'aluminium qui a été produit et transformé ailleurs qu'au Québec. Okay. Puis on contrôle pas ça dans le marché, je vous dirais, essentiellement à cause des accords internationaux d'échange qu'on essaie de respecter. Puis souvent, on est soumis à ça là, dans les procédures d'appel d'offres là, pour l'approvisionnement. Alors, néanmoins, si on crée des opportunités d'utiliser l'aluminium, il y a quand même des bonnes chances qu'il y en ait une partie importantes qui viennent du Québec. Puis l'aluminium du Québec, c'est le plus vert au monde en termes, disons, le plus vert, le moins brun. Oui, exact. Avec notre électricité. Exactement. Ça conclut. Merci beaucoup de votre participation à ce balado, Don Mike. Merci à vous, ça me fait plaisir. C'est ce qui termine notre série qui s'articule sous le thème « Conjuguer aluminium et avenir durable ». Nous souhaitons remercier Normand Hudon ainsi qu'Alu Québec, qui est le commanditaire de cette série. Ne manquez pas notre prochaine série qui portera quant à elle sur une toute autre thématique. Pour rester à l'affût de nos nouvelles sorties, suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section Balado. À très bientôt.